Bismillah, salam alaikum. Chers étudiants, chères étudiantes, c'est la partie SQL, la séance numéro 2, avec pendant laquelle on va explorer la partie du sous-langage du SQL. C'est le langage de définition de données, DDL. Mais auparavant, on va se situer d'abord. Nous sommes actuellement où? Nous sommes dans les bases de données, ou exactement dans la phase physique, dans la phase réalisation d'une vraie base de données physiquement existante. Donc, pendant le premier semestre, nous avons abordé des généralités, un peu d'historique. Par la suite, on a abordé beaucoup plus précisément le modèle relationnel, les bases de données relationnelles, et on a vu comment fonder et réaliser une base de données normale qui obéit ou qui valide un ensemble de normes. Et à la fin du dernier semestre, à la fin du premier semestre, nous avons vu l'algèbre relationnelle, c'est-à-dire la manière théorique dont comment se communiquer ou interroger une base de données. Actuellement, nous sommes dans la phase réalisation, ça veut dire la base de données existe réellement et physiquement, et nous devons la gérer, la manipuler, et bien évidemment l'interroger, et pourquoi pas la programmer. Donc nous sommes dans la deuxième séance, on va aller plus loin dans la phase, dans le langage de définition de données, on va entrer un peu dans des détails. Au sommaire de cette séance, un petit peu un rappel, petite discussion. Oui, on va aborder directement notre sujet, c'est Create, exactement. Et à la fin de cette séance, on fera un exercice d'application, un petit projet de réalisation d'une base de données. En tant que rappel, la dernière séance, on a vu c'est quoi SQL. On a dit SQL, c'est Structured Query. Which, donc c'est un langage qui est structuré afin d'interroger. C'est un langage tout simplement déclaratif qui permet de quoi? D'abord de définir, interroger et gérer les données dans une base, gérer les données et la structure sans doute de la base de données. On a vu par la suite que le SQL, ce n'est pas, on peut le subdiviser ou le fragmenter en plusieurs sous-langages. Le premier langage, c'est le langage DTL. C'est celui qui est responsable de la création des schémas, création des tables, création des vues, création de tout ce qui est structure. Par la suite, il y a le DML ou le Data Manipulating Language. Ça, qu'il sert à quoi? Il sert à alimenter la base de données en données. Ce n'est pas juste entrer des données, mais aussi de faire des updates, des mises à jour et bien sûr des suppressions. Par la suite, Data Query Language, c'est le métier le plus utilisé, ولكن c'est celui qui est responsable de l'interrogation de, de données. Comment interroger et extraire des données précises. Puis le DCL, tu mets le TCL pour créer des transactions au milieu de la base de données. Actuellement, nous sommes où? Dans le DDF, Data Definition Language. Notre but, c'est quoi? C'est de créer la base de données réellement et physiquement et s'intéresser de son structure, pas données. En tant que discussion, donc dans la dernière séance, nous avons vu un modèle très 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 simpliste. C'est quoi? Tout simplement, c'est la création de colonnes et la création de types. Chaque colonne a un, un type, tout simplement. Par exemple, on a vu ID, pardon, ID employé, integer, tout simplement. Nom, texte, email, varchar, active, boolean. C'est ça ce qu'on a vu. Mais le problème, c'est que ce n'est pas faisable, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Si on crée la base de données ou tout simplement la table comme ça, on va tomber dans un problème. Le problème, c'est que il faut contrôler ou gérer l'homogénéité des données. Ça veut dire qu'il faut valider les données. Si nous laissons la table comme ça, juste la colonne et un type, donc l'utilisateur ou les utilisateurs, ils peuvent écrire n'importe quoi.
littéralement. Alors nous, en tant que propriétaires de la base de données et gestionnaires de base de données, nous s'intéressons à la qualité de données. Et comment réaliser ça? La qualité de données, ça veut dire, et nous devons créer un ensemble de, attention au mot, de contraintes. Pourquoi? Pour empêcher l'utilisateur de réaliser des transactions qui ne sont pas à notre intérêt. Il faut créer des empreintes. Pourquoi? Pour pousser l'utilisateur à saisir des valeurs correctes. Par exemple, qu'est-ce que j'ai ici? Le salaire. D'accord? J'ai un utilisateur qui saisit, par exemple, les données. Ici, il saisit, par exemple, le salaire de négatif. Aucune personne ne touche un salaire négatif. Alors, j'ai besoin d'une contrainte que je dois mettre ici. Pourquoi? Pour si l'utilisateur commet cette faute, donc l'opération ne va pas marcher. Ça veut dire, le système va envoyer un message à cet utilisateur, il lui signale que cette valeur n'est pas valable. Donc, pour cette raison, la dernière séance, nous avons réalisé juste euh, le nom de la colonne, puis le type de données. Dans cette séance, on va s'intéresser à la troisième partie, ce sont les contraintes sur les données. Lors de la création d'une table, la syntaxe est assez claire. Comment? Create table, et le nom de la table, j'ouvre la parenthèse. Oui, je donne le nom de la table, le type. Ah, maintenant, je parle de quoi? Je parle de contraintes. Et les contraintes. Et les contraintes. Je retourne par la suite, mais d'abord, je signale juste, je passe rapidement ici. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Les types de données, les types de données. Donc, je peux en principe parler de quoi? Parler de combien? Parler de 9, integer. Integer, ça veut dire non. C'est un nombre, tout simplement un nombre, mais sans virgule. Et real, donc c'est le groupe le plus grand avec des signes numériques, oui. Texte, c'est un long, ce qui a des caractères, c'est un texte long. Varchar, oui, c'est un texte qui est limité. Ici, tu peux limiter le nombre de caractères. BLB, BLOB, c'est un objet, oui. Donc parfois, je dis parfois, tu auras un besoin d'écrire ou de créer des tables, des colonnes, je dis des colonnes, mais ils ne sont ni texte, ni entiers, ni date, ni booléen. Ce sont des objets, ouais, comme des images, par exemple. Par exemple, tu as le nom, le prénom, l'email de l'utilisateur et sa photo. Donc sa photo, ça veut dire c'est un objet. Ce n'est pas conseillé. Tu peux réaliser cette tâche autrement et peut-être beaucoup plus efficace si tu désignes ici juste un texte ou là un varchar qui contient la piste ou là le chemin de l'objet. Par la suite, l'objet elle-même, tu peux l'enregistrer dans un dossier séparé. Oui, ça va marcher. Peut-être l'essentiel, c'est que tu as les deux options. Il y a aussi le type booléen, true or false, le type date, et parfois tu peux désigner le type comme nul. Nul. Il y a un type nul. Retour maintenant aux contraintes. Les contraintes que nous avons, a priori, le plus utilisé bien sûr dans chaque table, c'est le primary key. Donc primary key, elle est indispensable. Pourquoi? Pour désigner, c'est quoi la ligne qui est identifiant de la table, clé primaire. Foreign key pour les clés étrangères. Donc si nous avons une migration de clés, auto increment si la valeur de la colonne s'incrémente de manière automatiquement, c'est très très utile, surtout dans les tables de jointure. Donc tu peux créer un identifiant avec auto-incrémentation. Aussi une contrainte très très utile, c'est default. Default comment? C'est créer une valeur par défaut. Donc lors de la saisie d'une table, j'ai pas besoin parfois de saisir toutes les valeurs. Je peux laisser une valeur default. Default comme quoi? Comme par exemple, si j'ai par exemple tous les élèves
sont admis, par exemple. Admis, tous les élèves sont admis, à l'exception, parfois, il arrive une exception. Donc, tu peux créer la colonne sous forme default égale admis, oui, mais dans les autres, quand le cas viendra, tu peux changer la valeur manuellement. Check aussi une contrainte très très utile lorsque tu as une condition comme quoi, comme nous avons dit, le salaire. Le salaire ne peut pas être inférieur à 0. Alors, je mets dans la colonne la contrainte check. Pourquoi? Pour empêcher l'utilisateur à saisir une valeur négative. Unique, oui. Donc parfois tu peux marquer une colonne comme unique afin de quoi? Afin de pousser l'utilisateur à ne pas saisir une valeur déjà saisie dans la colonne. Comme quoi, par exemple, comme numéro de téléphone. Donc j'ai un ensemble de personnes, de personnes enregistrées dans la base, dans la table par exemple. Oui, ce n'est pas prémarqué. Prémarqué pour moi, c'est le CIN maintenant, par exemple. Ou là, le code national, d'accord. Mais en même temps, j'ai besoin, l'email ou le numéro de téléphone doit être de valeur unique. Bien. Oui, note nulle. Donc, si j'insiste que la colonne ne soit pas nulle, que sa valeur doit être obligatoire, il doit être saisi. Donc, note nulle, ça veut dire interdit de laisser la valeur de la colonne vide. On delete ou on update, ce sont des contraintes sur quoi? Sur foreign key. Lors de la modification ou lors du changement du foreign key, je peux mettre ici en delete ou là en update cascade en set. Pourquoi? Afin de quoi? Afin de quand le changement se fait dans la table source, il aura un impact directement dans la table de destination. Donc quand je change euh, les informations de la table source, ça veut dire où il y a la clé primaire, donc cela reflète directement, ou là sera un impact direct sur la table destination où il y a la clé étrangère. Référence, oui. Pourquoi? Pour désigner que la valeur est référenciée dans la table, dans une autre table, comme foreign key par exemple, et collate, ce n'est pas rarement utilisé, mais utilisé lors de quand j'insiste sur le format d'une colonne. Donc la forme, par exemple, ou la langue, par exemple, s'ils sont accentués ou non. Donc ce sont les contraintes existantes pour le moment. Je veux signaler avant de passer juste une remarque. Ce sont c'est la syntaxe la plus utilisée, oui, le plus standard, oui, mais vous pouvez constater de légères un petit peu de changement, peut-être, ce n'est pas beaucoup, mais vous pouvez tomber dans ce cas entre les systèmes de gestion de base de données. Bin, le Transact SQL Server par exemple, ou Oracle ou MySQL, vous pouvez remarquer de légers changements, donc des petits changements au niveau de la syntaxe, mais la syntaxe globale standard, c'est ça. Comme je parle de quoi? De int. Parfois, vous pouvez donc tomber dans integer, int ou integer. Donc c'est un changement léger. Voici un exemple complet, synthétique, de la déclaration d'une table. Donc, ID employé, apparemment, c'est un primary key de type integer. Je peux lui donner aussi l'option de auto-increment. Il s'incrémente seul. Pas besoin de saisir sa valeur. Donc, lui, tout ça, automatiquement, s'incrémente. Il s'incrémente. Non, ce type de texte, not null. Email, par exemple, varchar. Remarquez bien ici, texte, ce n'est pas un bon choix. Parce que le nom, c'est juste un nom. Donc, combien? 30 caractères, par exemple. Donc, ce n'est pas texte. Donc, ce n'est pas un bon choix. Varchar 60, d'accord. Unique. Pour ne pas le refaire pour deux utilisateurs. Note nulle, oui. Donc, obligatoire. Actif. Donc, c'est site employé et active. Vrai ou faux? Booléen. Note nulle, oui. Default 1. Ah oui, ça veut dire que l'employé, quand on l'active, il aura
directement la valeur 1. Il aura directement la valeur 1. Check actif doit être entre 0 et 1. Bien. Date d'embauche, voici le type date, not nul, ça veut dire obligatoire. Il doit être saisi. Salaire de type real, check. Le salaire doit être obligatoire, supérieur à 0. Prime numérique, default 0. Le point de, yani, quand on crée l'employé, ou là quand on saisit un employé, donc si on ne saisit pas prime, donc par défaut, il aura la valeur 0. ID department, c'est integer. Mais comme vous remarquez, ID département, c'est un clé étranger. Alors, je le déclare ici. Je peux le déclarer dans cette ligne et je peux le déclarer séparément. Constraint, c'est une clé étrangère, oui. C'est le nom de la contrainte. Foreign key, oui. ID department. ID department, c'est ça. Référence à quoi? Cela référence à quoi? Donc, c'est quoi la source? La source, c'est quoi? C'est la table département. Table département. Ce n'est pas la table employée. Donc, référence, c'est la table département ou exactement ID department. ID department. Ah. ID department. En delete, ça veut dire quand je fais un delete de la table département, yani quand je supprime le département, cela implique 7 nul. Ah oui, 7 nul. Ça veut dire quoi? Quand je delete department, quand je supprime le département, les employés ne seront pas supprimés. Ces employés ne seront pas supprimés. Si j'écris ici cascade, c'est nul. Si j'écris cascade, ah oui, quand je vais supprimer le département, tous les employés de cet département vont être supprimés. Mais ce n'est pas le cas. On delete c'est nul, ça veut dire ici, the department will be, sera juste nul. Nul. Les valeurs seront nulles. Et on update cascade. Donc, quand je modifiais les valeurs du département initial, donc on update, l'update sera aussi appliqué ici. ID department. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un exercice où on va appliquer ce qu'on a appris. Une école souhaite tout simplement informatiser la gestion de ses étudiants, des cours et des inscriptions. Qu'est-ce que j'ai? Trois tables. Apparemment, étudiants et cours, oui. Inscription, c'est ici, la table inscription va recevoir les clés des deux tables. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la conception et l'écriture de requêtes SQL, puis l'exécution des requêtes afin de réaliser un schéma comme ça.